Il est bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous dans Non-Stop. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, Éric Zemmour suscite la polémique après sa proposition sur les élèves handicapés. Il a déclaré souhaiter les scolariser dans des établissements à part. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, s'est dite consternée par cette vision de la société. On en parlera dans un instant au plateau avec Anne-Sora Dubois. 560 000, c'est le nombre de Français qui pourraient bien voir leur passe sanitaire désactivé dès aujourd'hui. Selon le ministère de la Santé, le 15 janvier est en effet la date limite de validité des passes pour les personnes vaccinées ou contaminées depuis plus de 7 mois. Alors qui est concerné précisément? Tous les détails dans ce journal, ce sera avec Thomas Herman. Le pass vaccinal adopté en deuxième lecture à l'Assemblée, mais les manifestations anti-pass se poursuivent. À Paris, l'un des cortèges est à nouveau mené par Florian Philippot. Des rassemblements ont lieu aussi à Nantes, Marseille, Strasbourg ou Montpellier et nous les suivons. Fin d'un faux suspense, ça y est, Christiane Taubira a donc officialisé sa candidature à gauche pour la présidentielle d'avril prochain. Déclaration faite à Lyon à la mi-journée, mais avec ou sans primaire, à gauche en tout cas, le flou ne semble pas se dissiper pour autant. On commence donc avec cette nouvelle controverse autour des propositions d'Éric Zemmour. Hier à Saint-Quentin dans l'Aisne, le candidat a dit préférer accueillir les enfants handicapés dans des établissements spécialisés plutôt qu'en école ordinaire. On l'écoute. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans les classes, mais madame connaîtra ça mieux que moi, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Léopold Audebert, bonjour. Vous êtes à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour BFM TV. Éric Zemmour est revenu sur ses déclarations. Oui, absolument, on l'a réinterrogé ce matin, notamment suite aux nombreuses réactions qu'ont suscité cette déclaration d'hier face à ses professeurs, notamment ce tweet de Damien Abad hier soir, le président des députés des Républicains, qui est lui-même en situation de handicap et qui a déclaré bien que Éric Zemmour voulait exclure de l'école en milieu ordinaire finalement les enfants handicapés, accusant le polémiste, l'ancien polémiste, de ségrégation à tous les étages, exigeant des excuses publiques. Nous avons donc demandé ce matin à Éric Zemmour s'il présentait ses excuses. Non, il persiste, mais il essaye de clarifier son propos. En tout cas, il nuance les faits. Je vous propose de l'écouter. Je pense, excusez-moi, hein, mais je pense que c'est une position idéologique. Comme toujours. On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Eh ben, moi, je pense que non. C'est exactement la discussion, c'est la discussion d'hier sur le collège unique et les classes de niveau. On estime depuis 40 ans que c'est mieux de faire le collège unique et de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau scolaire, dans les mêmes classes. Moi, je considère que c'est faux. Et que c'est mieux, au contraire, de les mettre dans des classes différentes pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. C'était la même logique. Alors pas de changement de ligne donc de la part de cette défense, cette déclaration qu'il nous a fait ce matin. Mais pourquoi je vous disais qu'il essayait de nuancer ses propos, c'est parce qu'il y a une autre citation. Il nous explique, est-ce que vous avez déjà parlé à des parents d'enfants handicapés? Moi si, et tous me disaient que l'obsession de l'inclusion dont je parlais hier pouvait être très néfaste à ces enfants. Et c'est là où il précise, bien sûr, il y a des cas où le fait de les mettre dans des établissements ordinaires est une bonne chose, ça leur permet de progresser, de se sociabiliser au milieu des autres enfants. Et puis il y a d'autres cas réels, plus nombreux qu'on ne le dit, où c'est une souffrance pour ces enfants. On voit donc qu'il y a une espèce de stratégie de rétropédalage, en tout cas que ces propos n'ont absolument pas été clairs, puisque Éric Zemmour revient aujourd'hui sur ses propos. Un sujet sensible qui fait réagir l'ensemble de la classe politique, à commencer par Damien Abad, mais aussi Marine Le Pen ou encore Sophie Cluzel. Merci beaucoup Léopold Audebert du côté de Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour BFM TV avec Anthony Brault. On continue à en parler avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Anne, Léopold en parlait, il y a eu effectivement beaucoup de réactions, des personnalités politiques notamment qui ont vivement réagi à ces propos d'Éric Zemmour. Oui, on vous redit d'abord le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, lui-même en situation de handicap. Cette ségrégation à tous les étages est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion, parce que c'est comme cela que l'a dit Éric Zemmour, obsession
promotion de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, choisir la brutalité systématique comme projet politique est déjà contestable, mais s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap, c'est une ligne rouge et c'est impardonnable. Enfin, la ministre chargée du handicap, Sophie Cluzel, déclaration pitoyable, dit la ministre. Elle se dit très en colère et consternée par la vision de la société d'Éric Zemmour. On a vu que Éric Zemmour essaye non pas en tout cas de clarifier ses propos, d'essayer d'apaiser un peu le choc qu'elles ont provoqué, l'émotion qu'elles ont provoquée. Mais en réalité, pour lui, c'est une façon à la fois stratégique et politique pour essayer de critiquer ce qu'il appelle l'idéologie à l'école. Ça ne concerne pas que les enfants en situation de handicap, mais dit-il, au sein de l'école française, il y a des idéologies d'inclusion qui font que finalement on perd le sens de ce qu'est l'école, le creuset républicain. C'est d'ailleurs aussi comme cela que l'appelle Marine Le Pen. Donc lui, ça lui permet de pousser cette ligne politique selon laquelle l'école n'est pas aujourd'hui ce qu'elle devrait être et les propositions qu'il en fait, il les a faites la semaine dernière. Du côté de ses opposants, c'est l'occasion, rêver encore une fois, de l'accuser d'être clivant. C'est un peu l'adjectif qui lui est le plus reproché depuis qu'il a démarré sa campagne. Alors là, c'est pour l'avis et les opinions des personnalités politiques, des candidats, notamment à la présidentielle, sur cette question du handicap. On va peut-être demander aux personnes qui sont les plus concernées. Bonjour Jean-Louis Garcia, vous êtes président national de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Comment réagissez-vous à ces propos d'Éric Zemmour sur cette obsession, dit-il, de l'inclusion des enfants handicapés, par exemple dans des classes avec des enfants qui ne sont pas atteints de handicap, et sur sa façon peut-être de revenir un peu, de nuancer toutefois ses propos en disant que dans la majorité des cas, en tout cas, c'est bien ça, il ne faudrait pas mélanger enfants atteints de handicap et les autres. Oui, bonjour à vous et merci de me solliciter. La page est née il y a 60 ans. Nous allons fêter nos 60 ans dans quelques jours. Et il y a 60 ans, on se posait déjà la question des enfants en situation de handicap à l'école de tous. Nous sommes, contrairement à M. Zemmour, pour une société qui accueille la différence. La différence est une force. Nous sommes contre la ségrégation. Nous sommes contre la mise à part. Et donc, nous avons une ambition pour que chacun, chacune, au-delà de la situation de handicap, soit avec tous les autres, avec tous les accompagnements nécessaires. Et nous ne sommes surtout pas pour la pitié, nous sommes pour le droit. Un enfant en situation de handicap, c'est un enfant de la République comme tous les autres. Et donc, il doit avoir sa place. Et c'est ce que dit la loi du 11 février 2005. L'inscription à l'école de tous, ça a été une avancée majeure. Alors, j'entends bien que depuis ce matin, M. Zemmour rétropédale, essaie d'expliquer des choses, mais on ne peut pas bâtir une République, liberté, égalité, fraternité surtout, en mettant une partie de la société à part. Et bien évidemment, il faut trouver la bonne réponse, la bonne solution pour chacun, que ce soit à l'école de tous ou que ce soit avec des accompagnements particuliers. Mais on doit avoir en permanence l'ambition que chacun, chacune, avec son handicap, soit le plus possible avec tous les autres. Et non pas à part. Jean-Louis Garcia, on imagine que vous avez eu des appels de parents, notamment d'enfants handicapés. Que vous disent-ils aujourd'hui après ces propos d'Éric Zemmour ? Ils sont scandalisés. Vous savez, si on écoute ce monsieur, si vous êtes d'une couleur différente, si vous avez une religion différente, si vous avez une orientation sexuelle différente, on doit vous mettre à part, vous êtes stigmatisé. Donc ils sont horrifiés par ce qu'ils entendent. On imagine bien que la campagne présidentielle est lancée et que chacun va essayer d'attraper des voix en disant ceci ou cela. C'est indigne d'un débat républicain. Moi, j'attends de ce débat présidentiel, qui est un débat majeur pour notre société, que la question des personnes en situation de handicap soit une question de société, et une question de société fondée sur le droit. Les parents, les personnes en situation de handicap, les citoyens engagés sur le sujet comme moi, on ne demande aucune pitié. On demande que le droit s'exerce et que le droit s'exerce partout. Merci. En métropole, en outre-mer,
en Guyane, à Mayotte, en métropole, dans les départements en difficulté, les départements riches où il y a des difficultés, c'est partout. Et ce n'est pas en faisant des effets d'annonce par un battleur que l'on fera avancer le sujet. Merci. Voilà ce qui me revient de nos adhérents. Merci énormément Jean-Louis Garcia de nous avoir donné votre avis, celui également de ses parents d'enfants handicapés. Je rappelle, vous êtes président national de l'Association pour adultes et jeunes handicapés. L'actualité liée au Covid à présent. Ce samedi, 560 000 personnes pourraient bien voir leur passe sanitaire désactivé. Si vous avez entre 18 et 64 ans, que votre dernière injection date d'avant le 15 juin et que vous n'avez pas fait le rappel, ce passe est donc désactivé dès aujourd'hui, sauf si vous avez contracté le Covid entre-temps. On va rejoindre Mathias Arez. Mathias, vous êtes dans un centre de vaccination au Rincy, en Seine-Saint-Denis. Qui sont les personnes qui viennent se faire vacciner? Y a-t-il des retardataires pour le pass sanitaire? Bien écoutez, quelques primo-vaccinés, quelques enfants aussi, mais surtout, et vous vous en doutez, des personnes qui sont là pour la 3e dose. Ici, au Rincy, chaque jour, ce sont plusieurs centaines de personnes qui viennent donc recevoir une injection. En moyenne, 90% sont donc là pour des doses de rappel. Des retardataires, vous l'avez dit, on en a croisé, des personnes qui étaient sur le point de perdre leur passe sanitaire aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs d'écouter certains de leurs témoignages au micro de Frédéric Leclerc-Imhoff. J'avais fait 2 doses au mois de juin et aujourd'hui donc j'étais un petit peu sur la limite pour effectuer ma 3e dose. Alors il m'aurait resté donc soit une journée de passe, soit tout simplement un passe désactivé. Donc là je suis venu aujourd'hui pour effectuer ma 3e dose et pour me protéger du Covid. J'ai été vacciné le 15 juin de 2021 et mon passe arrive à expiration aujourd'hui. Donc je viens me faire vacciner pour la 3e dose. C'est l'échafaud, hein, on n'a plus le choix, donc on est obligé de se faire vacciner aujourd'hui pour pouvoir continuer à vivre, entre guillemets. Autre phénomène ici, c'est celui des annulations de rendez-vous, des personnes qui ont donc contracté le Covid et qui doivent attendre 2 mois pour recevoir leur injection. Au Rincy, ici, chaque jour, c'est en moyenne entre 20 et 30 personnes qui annulent leur rendez-vous. Merci pour ces précisions. Mathias Arez avec Frédéric Leclerc-Imhoff en direct de la Seine-Saint-Denis. On fait ce point sur les derniers chiffres en France de l'épidémie. 329 371 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures. Un peu plus de 24 000 personnes sont hospitalisées et 3 895 patients sont en réanimation. Avec nous en direct, Rafik Masmoudi, bonjour. Médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. On voit ces passes sanitaires désactivés pour certains, ce passe vaccinal qui va également être adopté et puis aussi ces chiffres. Quelle est la situation dans votre hôpital? Est-ce qu'on a atteint le pic des contaminations au Covid? Est-ce qu'il faut alléger, selon vous, les contraintes ou pas? Oui, bonjour. Oui, je pense que c'est un peu tôt de dire qu'il faut alléger les contraintes. Le bon signe, c'est qu'il y a certains indicateurs qui nous montrent qu'on est... la fréquentation des urgences et aussi l'appel au SAMU, ils ont tendance à se ralentir. Les hospitalisations, elles sont sur un plafond, mais sur un hôpital qui reste toujours sous tension. Donc, il faut attendre un petit peu au moins d'1 ou 2 semaines pour savoir si ça va tenir, si ce plateau-là va se confirmer. Pour le moment, on est content parce que ça se stabilise pendant ces 2 jours-ci, mais il faut attendre au moins 1 semaine ou 2. Concernant ce pass sanitaire donc, qui est pour certains qui n'est plus applicable à partir d'aujourd'hui et concernant le pass vaccinal qui va donc être adopté, qu'est-ce que vous en pensez? Certains réclament un allègement des mesures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour qu'on puisse en sortir. C'est le maintien de ces gestes barrières, malgré que certains... Bon, c'est vrai que le masque à l'extérieur, ça me paraît une décision qui est un peu peut-être exagérée, mais le reste du temps, on le sait que si on baisse, je dirais, nos contraintes, pas des contraintes, si on baisse un petit peu nos relations sociales, de 20%, ça va diminuer à peu près de 50% le taux d'hospitalisation. Donc ça, c'est important. Et ce pass vaccinal, ça a été démontré que les patients qui sont actuellement en réanimation, la majorité, soit ils sont non vaccinés ou c'est des gens qui ont une double vaccination sans pour autant avoir un rappel. Et donc, on sait très bien que ce boost-là
protège les hospitalisations en réanimation. Donc c'est pour ça que c'était important de mettre ce pass vaccinal pour que les gens fassent leur 3e dose de vaccination pour se protéger et pour, je disais, éviter les formes graves qui emmènent les malades en réanimation. Merci Rafik Masmoudi pour ces précisions concernant notamment votre hôpital, celui où vous intervenez, l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Dans l'actualité également ce samedi, l'Assemblée nationale qui donc a adopté dans la nuit en nouvelle lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire, on l'a dit, en pass vaccinal avec quelques modifications. Le pass vaccinal qui devrait être lui applicable en fin de semaine prochaine selon Yael Braun-Pivet, et ce sur fond de nouvelles manifestations, encore une fois, en manifestation d'opposants à ce dispositif. Oui, mobilisation à Paris notamment. L'un des cortèges est une nouvelle fois à l'appel de Florian Philippot. Il va de la place du Trocadéro à la place de Fontenoy dans le 7e arrondissement. On va rejoindre notre reporter sur place. La semaine dernière, il y avait eu un regain de mobilisation. Confirmation aujourd'hui ou pas? Alors pas vraiment aujourd'hui, pour l'instant. Vous savez, le cortège doit partir normalement ici de la place du Trocadéro aux alentours de 14h, donc ça fait déjà un peu plus de 10 minutes normalement que le cortège aurait dû partir. Ça n'est pas le cas, ça tient peut-être à l'organisation, peut-être également au fait que les organisateurs se rendent compte qu'il y a plusieurs centaines de personnes, là où habituellement on est à plusieurs milliers de personnes. On est peut-être autour de 1000 personnes, même si évidemment on prend toujours toutes les précautions, et vous le savez, pour parler de chiffres, parce que c'est difficile à dénombrer ici. En tout cas, la place du Trocadéro n'est par exemple pas totalement remplie. Il y a des petits groupes de personnes, peut-être ceux qui étaient là dès la première heure d'ailleurs, parce que ce que l'on retrouve, c'est les codes habituels de ces manifestations. On navigue entre les drapeaux français quand on se trouve ici. Il y a certes un attachement au leader politique de cette mobilisation, Florian Philippot, mais on y parle surtout du vaccin, avec un focus très particulier effectivement sur ce pass qui va devenir donc un pass vaccinal. C'est la raison, le cœur même de la mobilisation de ces gens. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc à Paris, du côté de la place du Trocadéro, où on voit une manifestation encore très modérée à l'heure actuelle en tout cas. Et cette question, si on changeait de stratégie, pourquoi pas? C'est en tout cas ce que propose l'Espagne. Madrid qui appelle à traiter le Covid comme une maladie endémique, comme une grippe saisonnière. Pierre Chaperon, vous êtes le correspondant de BFM TV à Madrid. Que veut faire exactement le pays? La solution qui serait bien retenue ici par le gouvernement espagnol, c'est un système qui ressemble ici à la surveillance de la grippe. Le principe serait basé sur un réseau de médecins, de centres de santé, d'hôpitaux, des sortes de vigies. Leur rôle, évaluer l'évolution du virus, faire des statistiques, des extrapolations. L'idée serait donc de mettre fin aux tests systématiques dès qu'une personne présente des symptômes. On arrêterait également de compter les cas. En fait, on se rend compte ici, en Espagne, que la manière de faire actuellement, ça prend du temps, de l'énergie, et que les résultats ne sont pas forcément probants. Le variant Omicron l'a démontré, certains cas passent à travers les mailles du filet. Pas de date de mise en place sur cette nouvelle manière de surveiller la Covid-19. On attend la fin de la vague qui déferle actuellement sur le pays. Et puis l'Espagne doit respecter ses engagements internationaux quant au suivi du virus. En tout cas, les autorités locales assurent en avoir déjà parlé à leurs homologues européens. Le sujet en tout cas est bien là. Une association de médecins a de son côté émis l'idée de revenir à l'ancienne normalité, protection en priorité des personnes fragiles, fin du port du masque, fin des jauges, des quarantaines, accepter à assumer un nombre de décès comme pour le tabagisme et les accidents de la route. D'autres associations estiment que ces propositions sont trop prématurées pour le moment. Dans tous les cas, le sujet de l'après est bel et bien sur la table en Espagne. Merci beaucoup Pierre Chaperon, correspondant de BFM TV à Madrid. La politique à présent. Christiane Taubira est officiellement candidate à la présidentielle. Déclaration faite ce matin à Lyon. On l'écoute. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Et nous avancerons ensemble. Nous avancerons ensemble. Nous savons que c'est l'histoire de France qui a fait et qui fait la France telle qu'elle est aujourd'hui.
Anne-Sora Dubois du service politique avec nous. Donc on vient de l'entendre, Christiane Taubira, ça y est, c'est fait, elle est candidate. Une candidate de plus à gauche, pourquoi faire? Alors elle a 3 objectifs, Christiane Taubira. Faire de sa candidature une candidature anti-Zemmour, une candidature anti-Macron et aussi relancer la primaire à gauche. Relancer la primaire à gauche, ça s'annonce difficile parce qu'il y a déjà eu des fins de non-recevoir qui ont été données par des candidats déjà déclarés. Il y a eu le refus de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo elle-même a à un moment poussé pour l'option de la primaire. Et puis finalement, elle a fait un peu machine arrière. Elle est beaucoup plus floue sur le sujet aujourd'hui. Et ce qu'on comprend, c'est que d'une certaine façon, Christiane Taubira voudrait contraindre Anne Hidalgo à se soumettre à l'exercice de la primaire pour ensuite remporter, espère-t-elle, et là, on parle bien de Christiane Taubira, un plébiscite à cette primaire de la gauche. En clair, devenir incontestable et devenir la figure du rassemblement à gauche et essayer en cela de dépasser, encore une fois, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Ça s'annonce difficile, encore une fois, parce que cet exercice de la primaire, on comprend qu'il est très, très difficile à mettre en place. Et en attendant, les horloges tournent. On n'est plus qu'à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et puis les 2 autres raisons, encore une fois, on l'a bien entendu aussi dans ce qu'elle a dit ce matin, dans sa première déclaration en tant que candidate à l'élection présidentielle, candidature anti-Zemmour. C'est même une des choses qui l'a décidé, Christiane Taubira, à se lancer dans cette aventure. Elle a beaucoup parlé aujourd'hui, précisément, on en parlait tout à l'heure avec les déclarations d'Éric Zemmour, d'inclusion, de fraternité, d'une société très multiculturaliste qui se rassemble au sein du peuple français et de l'identité française. Donc Christiane Taubira, c'est aussi pour combattre Éric Zemmour qu'elle a décidé de se lancer dans cette candidature. Et puis enfin, anti-Macron, et ça on l'a bien entendu aussi dans ce qu'elle a dit ce matin, elle a dit « j'entends les colères face aux injustices ». Elle a parlé d'un pouvoir vertical, injustice sur lesquelles parfois se posent des paroles de mépris. En clair, c'est aussi peut-être les dernières déclarations du chef de l'État qui l'ont convaincu de se présenter. Donc elle va ferrailler contre Éric Zemmour notamment et contre l'actuel président de la République. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également de ce samedi, 2 femmes ont été tuées à l'arme blanche hier en fin d'après-midi à Rougen dans l'Hérault, a priori par le concubin d'une des 2 victimes. Une jeune femme d'une vingtaine d'années. L'homme de 22 ans a été interpellé et aurait aussitôt expliqué à ses proches avoir fait une connerie. Le parquet de Béziers envisage l'ouverture d'une information judiciaire criminelle. 14h20, restez avec nous dans notre prochain journal à 14h30. Nous reviendrons sur ces quelques 560 000 Français qui pourraient bien ne plus voir leur passe sanitaire actif dès la fin de cette journée. Selon le ministère de la Santé, des personnes qui ont été vaccinées et qui ont reçu leur dose de rappel il y a plus de 7 mois ou qui ont été contaminées il y a plus de 7 mois. Nous détaillerons ces profils et ce qu'ils risquent si ce passe sanitaire est désactivé dans notre prochain journal. À tout de suite. En 1821 débute la guerre d'indépendance de la Grèce. C'est aussi l'année de l'arrivée de la Vénus de Milo au Louvre. Ce double anniversaire est l'occasion de célébrer la culture hellénique au musée du Louvre. L'exposition met en lumière les liens culturels, historiques et artistiques noués entre la France et la Grèce. BFM TV, partenaire de Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, à découvrir actuellement au musée du Louvre. Casting feu vert, le requin. Je suis chaud. Alors, c'est quoi le texte? Profitez de pneus pas chers chez Feu Vert. Les prix, faut pas les baisser, faut les gonfler, comme les pneus. Pour les 50 ans de Feu Vert, profitez de 50% de remise immédiate sur le 2e pneu Nexen. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Il y a un temps pour plaire à tout le monde, et celui-ci est révolu. Votre style, il est unique, et pourtant, il évolue tous les jours. Il ne rentre dans aucune case, et ça tombe bien. Nouveau Taigo, le SUV coupé de Volkswagen. N'en faites qu'à votre style. Découvrez-le pendant les portes ouvertes à partir de 179 € par mois. Volkswagen. Certains choisissent une pergola. Alors, ce bronzage? À point, ma chérie. Et d'autres ont choisi une Akena. Akena, la reine des vérandas et des pergolas. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7,890 milliards de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise.
avez passé une bonne journée? Plutôt calme. B-Box Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. C'est un peu Noël tous les jours chez Bouygues Télécom. Avec la série limitée Disney+ et Canal+ série, le meilleur des contenus est inclus en illimité pour toute la famille. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique, plus accessible que jamais à partir de 3 € par jour, soit 90 € par mois. Disponible dans le réseau Dacia. Peer Center, bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cuir Center. Profitez-en dès maintenant. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. Si, comme Thomas, vous avez tendance à légèrement vous emporter quand vous recevez votre facture d'assurance auto, comparez et économisez en moyenne 360 € par an. lesfurets.com. Comparez, c'est gagné. Comme J'aime vous souhaite une belle année 2022. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Scannez le QR code juste ici pour faire votre devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Alors fini les courses et fini la cuisine. Venez vite faire votre devis en ligne en scannant le QR code juste ici ou en vous rendant sur le site commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Écrire. Rêver. S'autoriser. Écouter ce que le cœur murmure et le décrire à en crever. Calligraphier des joies, des peines, faire hurler le papier, se libérer des chaînes et apprendre, faire, défaire, comprendre. Écrire pour l'avenir et pour s'aimer. Écrire pour exister. Pilote. Dès qu'on l'a vu, ça a été le coup de foudre. Hein. Mais va falloir qu'on aille voir avec la banque pour le crédit auto. Bah non, on va aller à la Matmut. Mais oui. À la Matmut, ils proposent un super crédit auto. Avec ou sans apport, pas de frais de gestion, on peut changer les mensualités et même les suspendre en cas d'imprévu. Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un taux exceptionnel sur le crédit auto Matmut de 1%. Voir conditions détaillées de l'offre sur matmut.fr et en agence. Matmut, la valeur sûre. On peut plus rien dire, c'est un comble. C'est pour isoler les combles? Mais vous êtes qui? Bah, je suis Effie Lafay. L'isolation de votre maison, c'est moi qui fais. J'évalue vos besoins, je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides. Et vous supervisez les travaux? Évidemment, un projet de rénovation énergétique. Rendez-vous sur effie.fr. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 169 € par mois. Cet hiver, retrouvez la joie des sommets. Votre programme avec Intersport, 260 magasins en station. Et c'est une très belle journée sur l'ensemble du pays, à l'échelle nationale quasiment. Quelques petits bémols, notamment sur la pointe bretonne, mais ici à Paris, vous voyez ces très belles éclaircies qui s'imposent. Profitez-en bien. On va découvrir donc le programme pour ces prochains jours et vous allez voir sur l'animation satellite que c'est un petit peu plus nuageux sur le nord-ouest, sur la pointe bretonne. Et bien malheureusement, pour cette journée de dimanche, pour demain, on va retrouver ces nombreux nuages sur la majeure partie de la moitié nord du pays, avec même quelques précipitations près de la Manche. Cette grisaille qui pourra aller jusque dans la vallée de la Garonne. Attention localement, des brouillards givrants, mais ailleurs sur les régions du sud. En remontant
autant même sur l'est du pays, eh bien, vous profiterez de très belles éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, ces nuages, cette fois-ci, ne vont pas se disloquer. On va conserver toujours cette masse nuageuse sur une bonne moitié nord. Toujours ces pluies qui vont même avoir tendance à gagner du terrain dans l'intérieur des terres. Le soleil, il se maintient sur une bonne moitié sud et sur les régions les plus à l'est. Un coup d'œil à vos températures maintenant pour demain matin au lever du jour. On aura encore des gelées, moins 7 degrés notamment du côté d'Aurillac, moins 5 à Lyon, moins 3 du côté de Bourges, moins 2 à Bordeaux, 1 degré à Paris, on ira jusqu'à 5 à Bastia et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures seront en hausse au nord, 12 degrés à Brest, 10 à Marseille, 6 à Paris. C'était votre programme avec Intersport. Intersport, 260 magasins en station. 14h30 sur BFM TV à la une de votre journal. Ça ne passe toujours pas pour les antipasses. Paris, Nantes, Strasbourg, Marseille. Nous suivons les manifestations des opposants au pass sanitaire alors que le projet de loi sur sa transformation en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, c'est aujourd'hui que près de 600 000 Français pourraient bien voir leur pass sanitaire désactivé. Les détails dans ce journal avec Thomas Herman. Marine Le Pen a dévoilé ce samedi un clip de campagne où elle s'oppose frontalement à Emmanuel Macron dans une vidéo tournée au Louvre, la même où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire contre elle en 2017. Le décryptage dans ce journal. L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière. Nouvelle polémique après les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants atteints de handicap. En déplacement dans les Hauts-de-Seine, le candidat à la présidentielle expliquait vouloir scolariser ses enfants séparément des autres. Avant de revenir, de nuancer ses propos, le président des députés LR, Damien Abad, dénonce une ségrégation à tous les étages. Nous sommes le 15 janvier, cette date limite de validité du pass sanitaire pour les personnes qui ont reçu une dose de rappel ou ont été contaminées depuis plus de 7 mois. Entre 500 et 700 000 Français pourraient bien être concernés dès aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut connaître avec vous, Thomas Herman. Qui sont ces personnes qui pourraient voir donc ce pass sanitaire désactivé aujourd'hui? Eh bien, il faut tout d'abord être âgé de 18 ans et 1 mois jusqu'à 64 ans et n'avoir reçu que 2 doses ou en tout cas une infection plus une dose, mais ne pas avoir eu sa dose de rappel. Alors il y a quand même quelques subtilités, c'est ce qu'on va voir ça ensemble. Si vous avez reçu 2 doses de vaccin, mais que vous avez effectué cette dose de vaccin avant le 15 juin, eh bien à partir d'aujourd'hui, votre pass sanitaire est désactivé puisque à partir du 15 janvier, votre rappel doit être fait au plus tard 7 mois après la dernière injection. Autre cas de subtilité, si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le virus, là aussi, le délai des 7 mois s'applique à partir d'aujourd'hui. Enfin, l'un des derniers cas que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le Covid-19 au plus tard 15 jours après l'injection. Là aussi, un rappel est nécessaire, mais là, le délai est de 6 mois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le délai de 7 mois de l'injection se met en place, ce qui fait que ça va se décaler tout au long des jours suivants. Si par exemple vous avez 30 ans et que vous vous êtes fait vacciner le 14 juin dernier, c'était jusqu'à hier qu'il fallait faire sa dose de rappel pour pouvoir bénéficier du pass vaccinal. Enfin, sachez que je vous parle du délai de 7 mois à partir d'aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore une nouvelle subtilité, c'est qu'à partir du 15 février prochain, le délai de 7 mois passe à 4 mois. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Ils étaient près de 100 000 à manifester un peu partout en France la semaine dernière, le week-end dernier. De nouvelles manifestations anti-vaccins et anti-pass ont lieu aujourd'hui avec comme contexte cette fois-ci l'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur d'ici une semaine. Et vous voyez sur ces images à Paris cette manifestation organisée par Florian Philippot, le président des Patriotes, qui a réuni un cortège parti depuis la place du Trocadéro qui doit se dirigé vers la place de Fontenoy dans le 7e arrondissement avec, vous voyez, beaucoup moins de participants, pour le moment en tout cas, que la semaine dernière. Anne-Sora Dubois est avec nous, service politique de BFM TV. Anne, ce projet de loi a connu un parcours chaotique, il faut bien le dire. Le texte final comprendra quelques modifications, notamment sur l'âge des personnes concernées. Oui, absolument. C'était une demande des sénateurs. Le pass vaccinal ne sera exigé qu'à partir de 16 ans. Et pour les 12 ans jusqu'à 15 ans révolus, ça sera toujours le pass sanitaire
qui s'appliquera effectivement pour les jeunes adolescents français. Et c'est une demande très forte des sénateurs et c'est une demande d'ailleurs qui a été acceptée par le gouvernement parce qu'elle faisait beaucoup de bruit, puisqu'il y a notamment toute la question du consentement et de l'autorisation qu'il faut demander aux parents pour les vaccins. Donc il y avait quand même aussi une forme d'incohérence dans cette exigence. Il y a d'ailleurs certains sénateurs souhaitaient même qu'on ne commence à exiger le pass vaccinal qu'à partir de 18 ans. Finalement, c'est 16 ans qui a été retenu, un entre-deux entre les sénateurs et députés. Ça a été très difficile en effet. La commission mixte paritaire a échoué, notamment à cause d'un tweet de Bruno Retailleau qui disait que c'était un échec du gouvernement. On se souvient aussi que lors de la première lecture, il y avait eu ces débats non prolongés à l'Assemblée nationale. Donc en fait, il a pris beaucoup de retard, ce projet de loi, mais il a pris aussi beaucoup de retard parce que c'est un projet de loi très important. Et au-delà de la manifestation qui se tient aujourd'hui, Florian Philippot, lui, est sur une ligne qui est pas tant en réalité sanitaire que politique. C'est contre Emmanuel Macron et c'est contre la politique sanitaire en général qu'il tient ces manifestations. Il y a aussi beaucoup de questions qui portaient sur certains contours de ce pass vaccinal, notamment les contrôles d'identité laissés à la possibilité des commerçants et des restaurateurs. D'ailleurs, certains d'entre eux n'en voulaient pas. Il y avait aussi la question des éventuels, ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit, des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées parce qu'elles ont des contre-indications médicales. Il y avait aussi la question de rajouter le fait d'avoir été contaminé ou non, en tout cas en rémission du virus, rajouté au pass sanitaire. Ça faisait beaucoup de questions. C'est un sujet qui est attentatoire aux libertés publiques, qui sera validé dans la loi, mais qui quand même restreint les libertés publiques. C'est pour ça aussi que ça a généré beaucoup de débats, et c'est une bonne chose. On voit par ailleurs donc ces passes sanitaires désactivés pour certains, ce pass vaccinal qui va être adopté et puis les chiffres de la contamination qui semblent arrêter de progresser, en tout cas qui montrent une stagnation. Quelle est la situation à l'hôpital? A-t-on atteint le pic des contaminations? Est-ce qu'on peut désormais penser déjà à alléger les contraintes ou pas? Non, c'est un peu anticipé selon Rafik Mesmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. C'est un peu tôt de dire qu'il faut alléger les contraintes. Le bon signe, c'est que il y a certains indicateurs qui nous montrent qu'on est la fréquentation des urgences et aussi l'appel au SAMU, ils ont tendance à se ralentir. Les hospitalisations, elles sont sur un plafond, mais sur un hôpital qui reste toujours sous tension. Donc, il faut attendre un petit peu au moins d'1 ou 2 semaines pour savoir si ça va tenir, si ce plateau-là va se confirmer. Pour le moment, on est content parce que ça se stabilise pendant ces 2 jours-ci, mais il faut attendre au moins 1 semaine ou 2. À l'étranger, aux Pays-Bas, les habitants goûtent quant à eux à un peu plus de liberté depuis aujourd'hui. Stéphane De Vries, vous êtes notre correspondant à Amsterdam. Après 1 mois de confinement, le pays assouplit les restrictions sanitaires et rouvre notamment ses commerces, ses salles de sport ou encore les salons de coiffure jusqu'à 17h. Oui, tout à fait. À partir d'aujourd'hui, les Néerlandais pourront à nouveau faire du shopping, quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire pendant 1 mois. Malheureusement, les restaurants, les cafés, les cinémas, les musées et d'autres endroits culturels resteront fermés. C'est en fait un pari que prend le gouvernement néerlandais parce qu'il y a beaucoup de mécontentement dans la société néerlandaise par rapport aux mesures contre le Covid qui sont les plus strictes en Europe actuellement. Beaucoup de Néerlandais sont partis faire du shopping en Allemagne, en Belgique. Donc, beaucoup de commerçants sont très fâchés contre le gouvernement qui a finalement donc cédé à la pression publique. Mais néanmoins, le gouvernement, le Premier ministre Mark Rutte hier soir a averti la population que le nombre de cas Covid pourrait augmenter très très rapidement. Aujourd'hui, on est à 35 000 cas. C'est à peu près 1/3 de la France, même par rapport à la population. Donc, c'est beaucoup moins qu'en France. Mais donc, ça risque d'augmenter jusqu'à 100 000, a dit hier soir le gouvernement. Paradoxalement, depuis le confinement, le nombre de cas a doublé, mais le nombre de personnes hospitalisées, en fait, a diminué de 50%. Donc, la stratégie fonctionne. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas forcément peur d'une grande montée des personnes hospitalisées dans le pays, mais plutôt des gens qui seront donc positifs, qui devront être en quarantaine, qui devront rester à la maison et donc pourront plus participer à la vie active du pays. Donc, le variant Omicron est peut-être moins sévère que tous les autres variants pour la santé, mais pourra avoir un impact sur le fonctionnement du pays. D'ici 10 jours, le 25 janvier, le gouvernement néerlandais va voir si les mesures prises hier soir auront un effet positif. Et dans ce cas-là, peut-être, c'est pas sûr, les restaurants, les musées pourront rouvrir. Mais jusqu'à là, les Néerlandais pourront faire rien d'autre dans la journée que faire du shopping. Et cela jusqu'à 17h. Bon, c'est déjà un peu mieux que les semaines précédentes.
Merci beaucoup Stéphane De Vries, le correspondant de BFM TV à Amsterdam. La politique à présent, là, c'est candidate à la présidentielle depuis plusieurs mois. Mais c'est aujourd'hui que Marine Le Pen a choisi de diffuser son clip officiel de campagne. Une vidéo tournée dans un lieu symbolique, le musée du Louvre à Paris, là où en 2017 Emmanuel Macron célébrait sa victoire à l'élection présidentielle. On regarde et on en parle après. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural, écrin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des deux empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France. Mais problème, Marine Le Pen a tourné cette vidéo sans l'autorisation préalable du Louvre, le musée qui demande le retrait de ce clip de campagne. Anne-Sora Dubois, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Si on revient au message de Marine Le Pen, la candidate met clairement en scène son duel avec Emmanuel Macron. Oui, et uniquement avec Emmanuel Macron. C'est ce qui est un peu particulier dans cette vidéo, c'est que on sait qu'il y a quand même juste à côté d'elle Marine Le Pen et Éric Zemmour dans cette primaire de l'extrême droite qui ne dit pas son nom. Et à aucun moment il n'est mentionné. Éric Zemmour, à aucun moment d'ailleurs d'autres candidats ne sont mentionnés. Le lieu est très symbolique. C'est là où Emmanuel Macron, souvenez-vous, le soir de sa victoire à l'élection présidentielle en 2017, avait remonté d'ailleurs très solitaire une de ses allées autour de la pyramide du Louvre pour aller rejoindre ses soutiens et son épouse sur une tribune. Elle est exactement à l'endroit où il s'est tenu en 2017. Elle y revient, elle, à quelques semaines de l'élection présidentielle, en parlant uniquement de lui. Elle dit, elle reprend d'ailleurs, elle dit spécifiquement, très précisément, pour reprendre les termes du discours de monsieur Macron ce soir-là, du 7 mai 2017, et elle fait la liste de toutes les promesses que, selon elle, il n'a pas tenues. En clair, elle fait un contre-bilan de ce quinquennat d'Emmanuel Macron en disant voilà tout ce qu'il vous a promis ce soir-là et voilà tout ce qu'il n'a pas tenu. Encore une fois, c'est vraiment une personnification, un resserrement du duel annoncé dans sa tête face à Emmanuel Macron en vue du prochain premier tour de l'élection présidentielle. Et on comprend bien que l'absent, son nom résonne très fort aussi dans cette vidéo parce que c'est une façon de l'écarter, mais son nom résonne encore une fois, même si on ne l'entend pas. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon de dire Éric Zemmour, je ne vous considère pas, je ne vous considère plus. À partir de maintenant, mon seul duel, ce sera face à Emmanuel Macron. Elle reprend les thématiques qui sont classiques à celles de son parti et tout à fait classiques de son lexique politique, l'immigration, notre mode de vie, l'ensauvagement. Elle parle de macronisme toxique pour conclure en fait tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat selon elle. Et encore une fois, toutes ces promesses non tenues. C'est une forme de passation symbolique qu'elle veut faire dans cette vidéo. C'est un vrai clip de campagne pour relancer peut-être même, on pourrait dire, sa campagne. Merci beaucoup Anne. Emmanuel Macron qui pourrait bien aussi se faire des ennemis bien plus proches de lui. Le parti d'Édouard Philippe, Horizon, se retire d'Ensemble Citoyen, la coalition de la majorité créée en vue de la présidentielle. Anthony Lebos, vous avez suivi l'ancien Premier ministre en réunion publique aujourd'hui à Niort dans les Deux-Sèvres. Il y a de l'eau dans le gaz entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, en cause l'opposition du président à la fusion d'Horizon avec Agir, la formation politique de Franck Riester. Oui, absolument. Édouard Philippe n'a, comme souvent, rien laissé transparaître. En cause, c'est vrai, cette fusion qui n'a finalement pas eu lieu entre son parti Horizon et le parti du ministre Franck Riester, Agir, alors même que les pourparlers étaient engagés depuis octobre. Mais une personne s'est opposée à cette union et cette personne, c'est Emmanuel Macron lui-même, alors même que les membres du parti Agir étaient favorablement pour cette fusion. Alors comment expliquer cet échec d'absorption? Officiellement, eh bien, c'est pour éviter des tambouilles politiques en pleine crise sanitaire. Officieusement, l'entourage de l'ancien Premier ministre, eh bien, pense que ce n'est pas pour renforcer le parti Horizon et notamment pour éviter que celui-ci prenne trop de place dans les investitures pour les prochaines législatives. En conséquence de cette fusion ratée, eh bien, le parti d'Édouard Philippe, Horizon, a décidé de suspendre sa participation à la maison commune Ensemble Citoyen de la majorité. À notre micro, l'ancien Premier ministre a préféré botter en touche. Et moi, je développe Horizon et je suis extrêmement heureux si toutes celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre le font. Voilà. Le reste, enraciner le parti, élever le débat, le reste, c'est du temps perdu. Et que faudrait-il pour que vous leviez cette suspension de votre participation à la... Je vous dis, le reste, c'est du temps perdu. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'avance en grande loyauté avec le président de la République et en totale détermination sur ce que je souhaite faire
dont je parle depuis longtemps et que je fais exactement comme j'avais indiqué que j'allais le faire. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on parle d'un non-événement, même si on reconnaît qu'il y a effectivement de l'eau dans le gaz. Édouard Philippe qui a rappelé aujourd'hui, qui a réitéré son soutien avec loyauté et conviction envers le président de la République Emmanuel Macron pour cette présidentielle. Édouard Philippe qui continue à tracer son sillon politique puisqu'il va aujourd'hui lancer 130 comités municipaux de son parti Horizon. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Jérémy Leclanche en direct de Niort pour BFM TV. À gauche, fin du faux suspense. À 3 mois du premier tour de la présidentielle, Christiane Taubira a donc déclaré officiellement sa candidature au scrutin d'avril prochain. C'était depuis le quartier lyonnais de la Croix-Rousse à Lyon. Je suis candidate à la présidence de la République. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Nous ferons ensemble, d'abord pour renforcer la puissance publique, pour rendre l'État plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace. On va tout de suite retrouver notre journaliste politique Perrine Vasque à Nantes où Jean-Luc Mélenchon se prépare pour son meeting immersif et olfactif de demain. Mais une question préoccupe les sympathisants et électeurs de gauche face à des candidatures pléthoriques et dispersées, celle de la primaire populaire rebaptisée Investiture citoyenne. Perrine, qui va voter pour qui et comment ? Vous avez raison. Peut-être qu'il faut préciser parce que ça semble peut-être un peu compliqué pour les Français, toute cette histoire. La primaire populaire, tout le monde peut y participer. Vous avez jusqu'au 23 janvier pour vous inscrire. Et c'est gratuit. Alors vous allez voter pour qui ? Eh bien pour tous les candidats à gauche, à l'exception de Fabien Roussel, qui sont présents à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et la favorite de ce scrutin, Christiane Taubira. La particularité de la primaire populaire, c'est que sont testés des candidats qui ne souhaitent pas participer à cette primaire populaire. C'est le cas bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Et puis ce sera un jugement majoritaire, c'est-à-dire que vous allez classer les candidats selon votre préférence. Alors très peu de suspense sur l'issue en réalité. Christiane Taubira devrait remporter cette primaire populaire. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'elle scelle un petit peu son destin à cette primaire. Alors on a posé la question à Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, à l'instant. Est-ce qu'il a regardé le discours de Christiane Taubira ? Il nous a dit que non, que lui-même préparait son propre discours pour demain. Mais en revanche, bien sûr, on lui a rapporté les éléments principaux et Jean-Luc Mélenchon y a vu quelques incointances avec son programme comme le SMIC à 1 400 € net, une allocation pour la jeunesse. Et donc, il nous a dit pour le deuxième tour, peut-être effectivement qu'il y aura des accords possibles parce que nous sommes relativement d'accord sur certains points, même si d'autres comme le nucléaire et l'Europe, encore une fois, peuvent être sujets à caution. Mais il a laissé la porte ouverte, malin Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite rester très loin de cette bagarre à gauche. Il me disait hier, les socialistes n'ont pas seulement déçu les Français, ils les ont aussi désorientés. Et on le voit depuis plusieurs semaines, c'est difficile de faire réagir Jean-Luc Mélenchon au micro et même hors caméra sur la situation à gauche. Il ne dit pas de mal de Christiane Taubira. Il ne veut pas ajouter de l'huile sur le feu. Il veut apparaître comme la puissance peut-être la plus cohérente de cette gauche pour l'instant. À voir notamment avec son meeting de demain si c'est une stratégie qui va porter ses fruits pour lui. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Perrine Vasque, en direct de Nantes avec Juliane Roland. Et une controverse de plus pour Éric Zemmour. Polémique concernant cette fois-ci la proposition du candidat à l'extrême droite sur l'éducation des enfants atteints de handicap. Selon lui, ils devraient être accueillis dans des établissements spécialisés plutôt qu'avec d'autres enfants. Anne-Soline Tavernier, Léopold Audebert. C'est lors d'un échange avec des professeurs vendredi après-midi dans les Hauts-de-France qu'Éric Zemmour a une fois encore déclenché une polémique. Le sujet, la scolarisation des enfants handicapés. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Des propos immédiatement fustigés par le président des députés Les Républicains, lui-même en situation de handicap. Scandaleux propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés qu'il veut exclure de l'école en milieu ordinaire. Cette ségrégation à tous les étages est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. Même émoi et colère du côté de la majorité. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées se dit consternée par ce qu'elle considère comme un rejet de la différence.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants handicapés ne sont pas des enfants de la République, alors qu'on se bat justement pour qu'ils apprennent ensemble et qu'après ce sont des citoyens qui participent à tout, à l'emploi, à la culture, au sport. Qu'est-ce que c'est que cette vision misérabiliste? Ces pauvres enfants handicapés, mais ils prônent qu'il y a des enfants qui sont capables et des enfants incapables? Non. Ce samedi, le candidat à la présidentielle a tenté d'expliciter ses propos et dénonce la position idéologique de ses détracteurs. Mettre des enfants dans des établissements spécialisés parce qu'ils ne peuvent pas suivre et ils souffrent d'être au milieu des enfants d'établissements ordinaires, ce n'est pas les mettre à l'écart, c'est au contraire les aider davantage. Une nouvelle polémique qui secoue la campagne à 3 mois de l'élection. Marine Le Pen a elle aussi réagi. Pour la candidate Rassemblement National, s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap est une ligne rouge impardonnable. On le voit, d'autres candidats à la présidentielle donc, ont réagi à cette proposition d'Éric Zemmour. Et notamment Jean-Luc Mélenchon qui vient de s'exprimer à ce sujet. On l'écoute. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. Parce qu'évidemment, rien de ce qu'il raconte n'aura jamais lieu, j'espère bien. Mais il fait du mal. Il fait du mal parce que quand vous avez un gamin qui est handicapé, vous cramez votre vie pour qu'il puisse aller à l'école avec les autres, avoir des petits copains, suivre, être au niveau et tout ça. Et quand vous avez quelqu'un qui prend comme ça son air de dire ça c'est pas des enfants comme les autres, on n'en veut pas, vous avez qu'à les mettre ailleurs, ça fait mal, ça blesse, ça humilie les gens. 14h50 sur BFM TV. Restez avec nous à suivre plusieurs manifestations aujourd'hui, notamment à l'aune de cette validation du pass vaccinal, mais avant cela, surtout de cette désactivation du pass sanitaire pour près de 500 000 Français, 560 000 selon le ministère de la Santé, qui ont reçu leur dose de rappel il y a plus de 7 mois ou qui ont eu la maladie, le Covid, il y a plus de 7 mois. On y revient dans notre journal de 15h. À tout de suite. Cet hiver, retrouvez la joie des sommets. Votre programme avec Intersport, 260 magasins stations. Du soleil présent sur de nombreuses régions ce samedi. On est toujours sous la protection de l'anticyclone. Alors ici à Marseille, donc de très belles conditions, toujours ce ciel bien bleu, une température de 11 degrés. On va voir que ça va durer, mais pas partout, malheureusement, puisque vous allez le voir sur l'animation satellite, on a déjà ce samedi l'arrivée de nuages un petit peu plus présents par le nord-ouest. Et malheureusement, ça tombe très mal. Pour dimanche, on va retrouver cette grisaille bien présente sur une bonne moitié nord. Cette grisaille qui va même pouvoir s'étendre jusque le long de la vallée de la Garonne. Localement, quelques brouillards givrants seront possibles. Et puis, le retour de quelques précipitations près des côtes de la Manche. En revanche, sur une bonne moitié sud, en remontant même sur les régions les plus à l'est, au sud de l'Alsace, on aura du plein soleil dès le réveil. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation pluvieuse va gagner du terrain, donc des pluies attendues jusque sur l'île de France. À l'avant, pas mal de nuages. Alors la pointe bretonne qui va retrouver quand même quelques éclaircies. Et puis sur les régions du sud, sur les régions de l'est, vous profiterez toujours d'une très belle luminosité. Les températures, des gelées encore, et des gelées bien marquées du côté d'Aurillac, moins 7 degrés, moins 5 à Lyon, à Clermont-Ferrand également, moins 4 à Grenoble, à Strasbourg. Il fera moins 2 à Bordeaux, on attend 1 degré à Paris, 2 degrés à Marseille, 5 degrés ce sera en Corse. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures remontent un petit peu au nord, 12 degrés par exemple à Brest, 13 à Cherbourg, on ira jusqu'à 15 à Bastia, mais 6 à Paris, 9 à Biarritz, 10 degrés pour Marseille. Un coup d'œil maintenant à votre journée de lundi avec encore cette grisaille bien présente. Les côtes de la Manche retrouveront quelques timides éclaircies. Le soleil quand même se maintient sur les Pyrénées, le Massif central, le pourtour méditerranéen jusque sur les régions de l'Est ainsi qu'en Corse. C'était votre programme avec Intersport. Intersport, 260 magasins stations. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment.
À base d'une argile naturelle purifiée, Smectalia traite la diarrhée aiguë en protégeant la muqueuse digestive. Smectalia, contre la diarrhée où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Si, comme Thomas, vous avez tendance à légèrement vous emporter quand vous recevez votre facture d'assurance auto, comparez et économisez en moyenne 360 € par an. lesfurets.com. Comparez, c'est gagné. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 169 € par mois. Don't worry. Me Duster. Nouveau Dacia Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Nouveau Dacia Duster, à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois. Don't worry, be Duster. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 janvier, découvrez Nouveau Duster, série limitée extrême, maintenant disponible à la commande. Cuir Center, bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cuir Center. Profitez-en dès maintenant. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus. Prenez de la hauteur. Nouvelle Peugeot 308 hybride. Des sensations uniques. On met tout dire autant toi. Allez plus haut et dessinez des souvenirs. On va pas se mentir, il ne suffit pas d'avoir envie. Comme Pierre, donnez-vous les moyens d'aller plus haut. Profitez de l'offre promotionnelle Distingo jusqu'au 31 janvier 2022 en mettant votre épargne au travail. Distingo par PSA Banque, apprenez à mieux épargner. Face à la conduite, nous ne sommes pas tous égaux. Alors chez Ornicar, nous avons créé une assurance qui s'adapte à tous les conducteurs et qui reste à vos côtés chaque jour. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts que nous innovons sans cesse pour vous rendre l'assurance plus facile. Roulez en toute sérénité avec Ornicar. Papa, je fais quoi? C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Et toi, tu bosses dans quoi? C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Tu sais que j'ai toujours pas compris ce que tu faisais comme boulot? C'est ça que je fais. Technologie Renault e-Tech hybride, difficile à expliquer, facile à comprendre. Gamme Renault e-Tech hybride, prête à partir des 179 € par mois. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 janvier. Et sinon, tu crois que c'est bon pour la pause? Oh, fais à ton rythme. Non, mais je parlais de la pose des fenêtres. Mon cœur, avec Arrêt Fenêtre, c'est du sûr. Ouais. Ça va être bien l'éléphant dans le salon, hein? Arrêt Fenêtre, en toute confiance. Moins 15% sur toute la gamme jusqu'au 31 janvier. Ah, les fenêtres, je suis sûr. L'éléphant, moins. Avec Comme J'aime, manger une blanquette, un couscous, des penne aux champignons.
un cookie, un brownie et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas, du petit déjeuner au dîner, directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A, sans colorants, sans conservateurs et bien entendu, fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands, de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site commej'aime.fr, et surtout, n'oubliez pas le .fr. En ce moment, Citroën C3 est à partir de 169 € par mois. Sans apport, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Portes ouvertes ce week-end. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une du journal à 15h, Éric Zemmour suscite la polémique après sa proposition sur les élèves handicapés. Il a déclaré souhaiter les scolariser dans des établissements à part. La secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, a fustigé une déclaration pitoyable. Réaction également de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse. On en parlera dans un instant avec Anne-Sora Dubois. 560 000, c'est le nombre de Français qui pourraient voir leur passe sanitaire désactivé aujourd'hui, selon le ministère de la Santé. Le 15 janvier est en effet la date limite de validité des passes pour les vaccinés ou contaminés de plus de 7 mois. Alors, qui est concerné? Tous les détails dans cette édition. Le pass vaccinal adopté en deuxième lecture à l'Assemblée, mais les manifestations anti-pass se poursuivent. À Paris, l'un des cortèges est à nouveau mené par Florian Philippot. Des rassemblements ont lieu aussi à Nantes, Marseille, Strasbourg ou encore Montpellier. On parlera politique également avec cette fin d'un faux suspense, puisque Christiane Taubira a donc officialisé sa candidature à gauche pour la présidentielle d'avril prochain. Déclaration faite à Lyon à la mi-journée, mais avec ou sans primaire. À gauche, le flou ne se dissipe pas pour autant. On commence donc avec cette nouvelle controverse autour des propositions d'Éric Zemmour. Hier à Saint-Quentin, dans l'Aisne, le candidat a dit préférer accueillir les enfants handicapés dans des établissements spécialisés plutôt qu'en école ordinaire. On l'écoute. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans les classes, mais madame connaîtra ça mieux que moi, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Léopold Debert, bonjour. Vous êtes à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour BFM TV. Éric Zemmour est revenu sur ses déclarations. Oui, absolument, on l'a réinterrogé ce matin, notamment suite aux nombreuses réactions qu'ont suscité cette déclaration d'hier face à ses professeurs, notamment ce tweet de Damien Abad hier soir, le président des députés des Républicains, qui est lui-même en situation de handicap et qui a déclaré bien que Éric Zemmour voulait exclure de l'école en milieu ordinaire finalement les enfants handicapés, accusant le polémiste, l'ancien polémiste, de ségrégation à tous les étages, exigeant des excuses publiques. Nous avons donc demandé ce matin à Éric Zemmour s'il présentait ses excuses. Non, il persiste, mais il essaye de clarifier son propos. En tout cas, il nuance les faits. Je vous propose de l'écouter. Je pense, excusez-moi, mais je pense que c'est une position idéologique. Comme toujours. On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Eh ben, moi, je pense que non. C'est exactement la discussion, c'est la discussion d'hier sur le collège unique et les classes de niveau. On estime depuis 40 ans que c'est mieux de faire le collège unique et de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau scolaire, dans les mêmes classes. Moi, je considère que c'est faux. Et que c'est mieux, au contraire, de les mettre dans des classes différentes pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. C'était la même logique. Alors pas de changement de ligne donc de la part de cette défense, cette déclaration qu'il nous a fait ce matin. Mais pourquoi je vous disais qu'il essayait de nuancer ses propos, c'est parce qu'il y a une autre citation. Il nous explique, est-ce que vous avez déjà parlé à des parents d'enfants handicapés? Moi si. Et tous me disaient que l'obsession de l'inclusion dont je parlais hier pouvait être très néfaste à ces enfants. Et c'est là où il précise, bien sûr, il y a des cas où le fait de les mettre dans des établissements ordinaires est une bonne chose. Ça leur permet de progresser,
de se sociabiliser au milieu des autres enfants. Et puis il y a d'autres cas réels, plus nombreux qu'on ne le dit, où c'est une souffrance pour ces enfants. On voit donc qu'il y a une espèce de stratégie de rétro-pédalage, en tout cas que ces propos n'ont absolument pas été clairs, puisque Éric Zemmour revient aujourd'hui sur ces propos. Un sujet sensible qui fait réagir l'ensemble de la classe politique, à commencer par Damien Abad, mais aussi Marine Le Pen ou encore Sophie Cluzel. Et depuis, les réactions se sont multipliées, notamment celles de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ou encore du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. On les écoute. Je trouve extravagant, pour ne pas dire scandaleux, qu'on soit en mesure de regarder des parents d'enfants dont les enfants sont en situation de handicap et de leur dire non, vraiment, votre enfant n'a pas la place qu'il lui revient à l'école. Non, vraiment, ça n'est pas raisonnable. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. Parce qu'évidemment, rien de ce qu'il raconte n'aura jamais lieu, j'espère bien. Mais il fait du mal. Il fait du mal parce que quand vous avez un gamin qui est handicapé, vous cramez votre vie pour qu'il puisse aller à l'école avec les autres, avoir des petits copains, suivre, être au niveau et tout ça. Et quand vous avez quelqu'un qui prend comme ça son air de dire ça c'est pas des enfants comme les autres, on n'en veut pas, vous avez qu'à les mettre ailleurs, ça fait mal, ça blesse, ça humilie les gens. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, d'autres personnalités politiques ont également vivement réagi à la proposition d'Éric Zemmour. Oui, il fait vraiment l'unanimité contre lui depuis qu'il a tenu ses propos. Éric Zemmour, Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, parle d'une ségrégation à tous les étages, je cite, qui est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. La candidate de la gauche, Anne Hidalgo, estime que c'est une insulte à tous les Français. Elle dit oui, nous devons avoir cette obsession de l'inclusion et avoir l'égalité pleine et entière. Autre candidate, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national cette fois. Choisir la brutalité systématique, dit Marine Le Pen, comme projet politique est déjà contestable, mais s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap, c'est une ligne rouge et c'est impardonnable. Sophie Cluzel, ministre chargée du handicap, parle d'une déclaration pitoyable. Elle se dit très en colère et consternée, je cite toujours, par la vision de la société d'Éric Zemmour. Autre candidate encore, Valérie Pécresse, qui se dit scandalisée par la brutalité d'Éric Zemmour, qui veut exclure de l'école les enfants en situation de handicap. Il frappe au cœur des familles françaises. Pour vous donner quand même l'avis aussi des spécialistes du secteur, il y a aujourd'hui en France à peu près 360 000 enfants qui sont en situation de handicap. 87%, plus de 85% d'entre eux en tout cas sont scolarisés à temps plein. Et l'écrasante majorité des associations, c'est vrai, ne militent pas pour la création d'établissements spécialisés, mais bien pour que précisément ces enfants puissent tous, quasi tous, rejoindre l'école en même temps que leurs autres petits camarades. Ils ne demandent pas d'établissements spécialisés, au contraire, ils demandent des accompagnants pour pouvoir assister ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école comme les autres. Et justement, Anne, on va le voir, qu'en pensent ces associations de ces propos tenus par Éric Zemmour. Écoutez celle de Jean-Louis Garcia, président national de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Il était notre invité il y a un instant. Si on écoute ce monsieur, si vous êtes d'une couleur différente, si vous avez une religion différente, si vous avez une orientation sexuelle différente, on doit vous mettre à part, vous êtes stigmatisé. Donc ils sont horrifiés par ce qu'ils entendent. On imagine bien que la campagne présidentielle est lancée et que chacun va essayer d'attraper des voix en disant ceci ou cela. C'est indigne d'un débat républicain. Moi, j'attends de ce débat présidentiel, qui est un débat majeur pour notre société, que la question des personnes en situation de handicap soit une question de société, et une question de société fondée sur le droit. L'actualité liée au Covid à présent. Nous sommes le 15 janvier, date limite de validité du pass sanitaire pour les personnes ayant reçu leur dose de rappel ou ayant été contaminées depuis plus de 7 mois. 560 000 Français pourraient voir leur pass désactivé aujourd'hui. Alors qui sont-ils et est-ce une bonne stratégie face à l'épidémie de variant Omicron? On voit ça avec Emmanuel Binet. Des centaines de milliers de personnes devraient voir leur pass sanitaire désactivé. Mais qui est concerné? Tous les adultes sans dose de rappel et dont la deuxième injection a eu lieu
avant le 15 juin 2021. Pour une seconde vaccination entre le 15 juin et le 15 juillet dernier, ajoutez 7 mois pour obtenir la date d'expiration du précieux sésame. Et si l'opération peut s'avérer compliquée, cette plateforme en ligne fait directement le calcul pour vous. Alors que plus de 30 millions de Français ont reçu leur injection de rappel et que le taux d'incidence a fortement augmenté, certains s'interrogent sur l'efficacité des mesures et plaident pour un allègement, notamment de l'isolement. Les isolements trop prolongés, au-delà de 5 jours, sont probablement pas raisonnables. Pas tant d'ailleurs sur le plan de la propagation, parce que malheureusement on va relâcher des gens dans la nature qui vont propager un peu le virus, mais parce qu'on n'est pas loin de la paralysie du pays sinon. Mais pour le gouvernement, les efforts paient. Pas question de lâcher du lest, notamment sur le pass vaccinal. Il y a un an, jour pour jour, il y avait 15 fois moins de cas. Et pourtant, il y avait un couvre-feu. Et pourtant, il y avait des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas qui étaient fermés. Si un an plus tard, avec 15 fois plus de cas, on a moins de personnes hospitalisées et on peut laisser ouverts tous ces lieux, c'est grâce à la vaccination. Si les parlementaires examinent encore le projet de loi destiné à transformer le pass sanitaire en vaccinal, le gouvernement espère une entrée en vigueur dans les prochains jours. Avec cette menace de perte de validité du pass sanitaire pour quelques 560 000 Français, la question est donc de se faire vacciner au plus vite. Direction un centre de vaccination au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Qui sont ces personnes qui viennent se faire vacciner aujourd'hui? Y a-t-il des retardataires pour le pass sanitaire? Mathias Arès est sur place pour BFM TV. Quelques primo-vaccinés, quelques enfants aussi, mais surtout, et vous vous en doutez, des personnes qui sont là pour la 3e dose. Ici, au Raincy, chaque jour, ce sont plusieurs centaines de personnes qui viennent donc recevoir une injection. En moyenne, 90% sont donc là pour des doses de rappel. Des retardataires, vous l'avez dit, on en a croisé, des personnes qui étaient sur le point de perdre leur passe sanitaire aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs d'écouter certains de leurs témoignages au micro de Frédéric Leclerc-Imhoff. J'avais fait 2 doses au mois de juin. Et aujourd'hui, donc, j'étais un petit peu sur la limite pour effectuer ma 3e dose. Alors, il m'aurait resté donc soit une journée de passe, soit tout simplement un passe désactivé. Donc là, je suis venu aujourd'hui pour effectuer ma 3e dose et pour me protéger du Covid. J'ai été vacciné le 15 juin de 2021 et mon passe arrive à expiration aujourd'hui. Donc je viens me faire vacciner pour la 3e dose. C'est l'échafaud, hein, on n'a plus le choix, donc on est obligé de se faire vacciner aujourd'hui pour pouvoir continuer à vivre, entre guillemets. Autre phénomène ici, c'est celui des annulations de rendez-vous, des personnes qui ont donc contracté le Covid et qui doivent attendre 2 mois pour recevoir leur injection. Au Raincy, ici, chaque jour, c'est en moyenne entre 20 et 30 personnes qui annulent leur rendez-vous. Et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal avec quelques modifications. Le pass vaccinal devrait être applicable en fin de semaine prochaine selon Yael Braun-Pivet, et ce, sur fond de nouvelles manifestations des opposants à ce dispositif. Ouais, mobilisation notamment à Paris, dans la capitale, où l'un des cortèges est une nouvelle fois à l'appel de Florian Philippot. Il va de la place du Trocadéro à la place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement. On rejoint notre reporter sur place. La semaine dernière, il y avait eu un regain de mobilisation après les propos notamment du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se confirme également ? Oui, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure à 14h, on a beaucoup plus de monde maintenant. On est à plusieurs milliers, difficile de quantifier. Mais là, par exemple, on se trouve sur l'avenue du président Wilson et ça fait déjà 10 bonnes minutes que le cortège est parti, 10 bonnes minutes que des groupes de cinquantaines de personnes passent devant mes yeux. Donc effectivement, plusieurs milliers de personnes. Un appel à lutter contre le pass vaccinal. La liberté ne s'octroie pas, elle se prend. Voilà le mot d'ordre des manifestants ici aujourd'hui à l'appel de Florian Philippot. Toujours beaucoup de drapeaux français également, mais pas non plus une convergence politique autour de la personne de Florian Philippot, principalement des gens qui dénoncent les effets secondaires du vaccin. On voit par exemple beaucoup de pancartes avec des portraits, le portrait d'une jeune femme par exemple, en expliquant qu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque 24 heures après son injection de vaccin. Voilà, ce sont des choses qui mobilisent les gens aujourd'hui. Et puis également la personne, un nouvel étendard de la lutte contre le pass vaccinal ici même en France. On a entendu beaucoup tout à l'heure la foule qui reprenait Sloboda Djokovic, le joueur de tennis. Ça veut dire liberté pour Novak Djokovic, le joueur de tennis, vous le savez, qui est en ce moment en négociation assez dure avec les autorités australiennes pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, ce tournoi de tennis. Ça fait partie également des choses qui ont mobilisé les gens ici aujourd'hui.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Effectivement, concernant Novak Djokovic, la justice australienne qui doit rendre sa décision la nuit prochaine, décision évidemment très attendue. Autre manifestation, on le disait en province, il y en a pas mal aujourd'hui, du côté de Nantes notamment, avec également là ces anti-passes vaccinales et anti-passes sanitaires qui défilent donc dans les rues de Nantes, vous le voyez. Autre image aussi de Marseille, où là il y a aussi une mobilisation ce samedi comme les samedis précédents, donc dans le centre de Marseille. Et à l'étranger, cette question qui se pose, et si on changeait de stratégie en France, justement, pour suivre certains exemples à l'étranger, c'est ce que propose par exemple l'Espagne, Madrid, qui appelle à traiter le Covid comme une maladie endémique, une grippe saisonnière. Alors que veut faire exactement le pays? Les précisions de Pierre Chaperon, le correspondant de BFM TV à Madrid. La solution qui serait bien retenue ici par le gouvernement espagnol, c'est un système qui ressemble ici à la surveillance de la grippe. Le principe serait basé sur un réseau de médecins, de centres de santé, d'hôpitaux, des sortes de vigies. Leur rôle, évaluer l'évolution du virus, faire des statistiques, des extrapolations. L'idée serait donc de mettre fin aux tests systématiques dès qu'une personne présente des symptômes. On arrêterait également de compter les cas. En fait, on se rend compte ici, en Espagne, que la manière de faire actuellement, eh bien, ça prend du temps, de l'énergie, et que les résultats ne sont pas forcément probants. Le variant Omicron l'a démontré, certains cas passent à travers les mailles du filet. Pas de date de mise en place sur cette nouvelle manière de surveiller la Covid-19. On attend la fin de la vague qui déferle actuellement sur le pays. Et puis, l'Espagne doit respecter ses engagements internationaux quant au suivi du virus. En tout cas, les autorités locales assurent en avoir déjà parlé à leurs homologues européens. Le sujet, en tout cas, est bien là. Une association de médecins a, de son côté, émis l'idée de revenir à l'ancienne normalité, protection en priorité des personnes fragiles, fin du port du masque, fin des jauges, des quarantaines, accepter à assumer un nombre de décès comme pour le tabagisme et les accidents de la route. D'autres associations estiment que ces propositions sont trop prématurées pour le moment. Dans tous les cas, le sujet de l'après est bel et bien sur la table en Espagne. La politique à présent, Christiane Taubira est officiellement candidate à la présidentielle. Déclaration faite ce matin à Lyon. On l'écoute. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Et nous avancerons ensemble. Nous avancerons ensemble. Nous savons que c'est l'histoire de France qui a fait et qui fait la France telle qu'elle est aujourd'hui. Anne-Sora Dubois, Christiane Taubira est donc désormais officiellement une nouvelle candidate à gauche. Pourquoi faire ? Alors d'abord parce qu'elle a 3 objectifs, Christiane Taubira, mais d'abord elle veut faire renaître en quelque sorte la primaire de la gauche. C'est vrai que cette primaire, elle a été balayée par un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle déjà déclarés, à commencer par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Et Anne Hidalgo, elle-même, elle a poussé très longtemps pour cette primaire, aux côtés d'ailleurs d'Arnaud Montebourg, enfin en tout cas au même moment qu'Arnaud Montebourg. Et malheureusement, elle aussi, elle a fini par, en quelque sorte, elle est plus dans une sorte de flou aujourd'hui. On comprend qu'elle a laissé tomber, mais qu'elle est beaucoup plus circonspecte sur les chances de réussir d'une telle primaire. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, pardon, elle veut que cette primaire ait lieu et elle veut même y susciter un plébiscite. Elle veut un plébiscite autour d'elle. En clair, elle veut faire renaître l'espérance à gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un programme qui est très clair. Elle a formulé un certain nombre de propositions choc et très ancrées en termes de logiciels socialistes. En tout cas, à gauche, c'était très clair, avec notamment ce revenu pour les jeunes de 800 € par mois pendant 5 ans, l'embauche de 100 000 soignants, le recrutement de 100 000 soignants, un SMIC à 1 400 € net. Donc elle veut vraiment essayer d'avoir des propositions qui portent pour essayer en clair d'incarner cette gauche qui aujourd'hui est un peu dans son marasme et dans l'impossibilité de son rassemblement. Elle a 2 autres objectifs. Christiane Taubira, c'est une candidature anti-Macron, ça on l'a bien compris dans les déclarations qu'elle a faites ce matin. Elle parle de verticalité du pouvoir, elle dit qu'il faut un autre mode de gouvernement qui sache écouter au lieu de nous infantiliser. On comprend bien que c'est le chef de l'État qu'elle vise à travers cela. Et puis, dernier élément, et ça c'est peut-être
peut-être celui qui l'a décidé finalement à se lancer dans cette bataille qui s'annonce quand même difficile. Elle est créditée selon les sondages de 3 à 5% des intentions de vote. Mais ce qu'il a décidé, elle, c'est qu'elle veut aussi incarner une candidature anti-Zemmour. Elle a beaucoup parlé d'une France qui se clive, d'un risque de dislocation sociale, des discours de haine. Je veux prendre ma part contre les discours de haine, a-t-elle dit. Et c'est sans doute aussi la candidature d'Éric Zemmour qui l'a définitivement convaincu de se lancer dans cette aventure. Merci beaucoup Anne. À 3 mois de l'élection présidentielle du premier tour, Marine Le Pen a, elle, publié ce midi une courte vidéo censée marquer officiellement le début de sa campagne et installer son duel avec Emmanuel Macron. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et tournée au Louvre, vous le voyez, là même où le chef de l'État a débuté son quinquennat en 2017. Anne-Solène Tavernier. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. C'est sur l'esplanade du Louvre que Marine Le Pen a enregistré son message dans la dernière ligne droite de la course à l'Élysée. Là où 5 ans plus tôt, Emmanuel Macron avait célébré sa victoire. C'est un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. Le vent des saisons a emporté ses paroles. Une gestion absurde des crises incessantes, fréquemment provoquées, souvent entretenues et toujours subies, aura dissipé les dernières illusions. Pendant un peu plus de 3 minutes et sur fond musical, la candidate du Rassemblement national donne sa vision de la France et se pose comme première opposante au chef de l'État. Face aux dangers qui nous guettent et aux défis qui se profilent, je vous appelle à suivre la voie de la raison et du cœur. Voie dans laquelle son autorité sera rendue à l'État, sa souveraineté à la nation, son identité au peuple français. De courtes séquences vidéo la montrent au contact de la population lors de ses déplacements un peu partout sur le territoire. Objectif, appuyer son image de femme d'État, la seule qui serait à même de remporter le duel face à l'actuel locataire de l'Élysée. Un duel annoncé depuis 5 ans. Au moment des grandes décisions, soyez sûr que ma volonté ne fléchira pas, que ma main ne tremblera pas et que je serai digne des responsabilités que vous m'aurez confiées. Pour fermer définitivement la parenthèse ouverte ici d'un macronisme toxique pour le pays, j'ai besoin de vous à mes côtés. Dans cette vidéo, Marine Le Pen n'a aucun mot pour ses autres adversaires, ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse. Et à la suite de la diffusion de ce clip de campagne de Marine Le Pen, voici la réponse du Louvre. Cette vidéo a été réalisée sans aucune autorisation du musée, en violation des règles de droit applicables. La candidate, dit l'établissement, et les membres de son équipe ont été informés, alors qu'ils étaient présents sur le site, de ce que ce tournage nécessitait un accord préalable. L'établissement public du musée du Louvre indique par ailleurs étudier les suites qui pourraient être données à cette vidéo. À droite, à présent, Valérie Pécresse est en déplacement en Grèce sur le thème notamment de l'immigration. Pour la candidate LR à la présidentielle, le pays est un exemple de fermeté et d'humanité dans la gestion de sa crise migratoire. Les précisions d'Alexis Cuvillier sur place. C'est pour parler immigration et renforcement des frontières européennes que Valérie Pécresse passe le week-end en Grèce. Elle est arrivée ici ce matin sur l'île de Samos, à quelques kilomètres des côtes turques, pour visiter un camp de migrants dit fermé, une structure d'accueil où le statut de réfugié de chaque candidat à l'asile est vérifié avant qu'il ne puisse en sortir. Un dispositif qui ne fait pas l'unanimité du côté des ONG ni du côté des migrants, mais pour la candidate, c'est bien un modèle exemplaire qu'il faut reproduire. Écoutez Valérie Pécresse au micro de Néla Prodhomme. Ce qui se passe ici en Grèce, ce que ce gouvernement grec, PPE, de droite, a réalisé ici est pour nous un modèle. C'est un modèle parce que c'est un modèle qui allie à la fois la fermeté, le courage de dire non, le courage de refuser des titres de séjour et le droit d'asile en moins de 25 jours. Moins de 25 jours à des personnes qui ne sont pas persécutées chez elles. Donc la fermeté et en même temps l'humanité. Je ne veux pas d'une Europe forteresse, mais pas non plus d'une Europe supermarché sans contrôle des accès, a aussi répété à plusieurs reprises Valérie Pécresse. C'est la deuxième fois qu'elle se rend à l'étranger depuis le début de sa campagne. L'occasion pour elle de prendre un peu de hauteur, de travailler sa stature internationale, même si les sujets dits régaliens ne sont jamais bien loin. La sécurité, c'est comme un refrain dans notre campagne, disait il y a quelques jours un cadre de son équipe, persuadé que ce sera bien le thème central de la prochaine présidentielle.
Dans l'actualité également, ces 2 femmes qui ont été tuées à l'arme blanche hier en fin d'après-midi à Rougeant, dans l'Hérault, a priori par le concubin de l'une des 2 victimes, une jeune femme d'une vingtaine d'années. L'homme de 22 ans a été interpellé. Il aurait aussitôt expliqué à ses proches avoir, je cite, fait une connerie. Le parquet de Béziers envisage l'ouverture d'une information judiciaire criminelle. À suivre sur BFM TV, des signes d'espoir peut-être face à l'épidémie de Covid. À partir de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. C'est ce que dit ce samedi Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. On va en parler dans un instant. À tout de suite.